la Séléka, qui faisaient mouvement vers Bambari. Ça, c'est à leur avantage de la MINUSCA. Je veux bien parler de cette force-là, qui sont sur place, malgré qu'ils sont sur place, on tue des gens. Je ne vais pas retourner un peu en arrière. Quand on fait une action est menée vis-à-vis de la population et que des civils sont tués et qu'un élément des forces des Nations Unies n'est pas atteint, on ne fait pas de bruit. Mais si un seul élément des Nations Unies, un élément des forces de MINUSCA est touché, on fait beaucoup de bruit, ou alors quand ils mènent des actions d'envergure, ces actions visent à séparer les gens qui sont en dualité, à ce moment-là on en parle. Je vous assure que c'est des coups de com'. La réalité est tout autre. Les gens sur le terrain continuent toujours. Donc ce soir, vous êtes en train de m'expliquer, et j'imagine que vous aussi vous avez les mêmes informations, qu'au-delà de ce que nous voyons dans la presse, de quelques images, de quelques communiqués et de postures, la Centrafrique est toujours autant malade. Écoutez, tout à l'heure vous avez parlé d'un pays normal. Donc la question est de savoir ce qu'est un pays normal déjà. Oui. Un pays normal, c'est un pays dans lequel on peut se déplacer du nord au sud et de l'est à l'ouest en toute sécurité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas en République centrafricaine. Il y a des endroits où on peut encore se promener, où il peut y avoir libre-échange en toute sécurité, mais ce n'est pas sur l'intégrité du territoire. Et ces zones de liberté, elles sont restreintes par rapport aux zones de non-droit et de non-liberté. Et donc, pour en revenir et rejoindre au fait mon compatriote, la sécurité n'est pas sur l'étendue du territoire, et ce que nous voyons n'est que ce que les journalistes ou encore ce que d'autres veulent démontrer. Non, c'est pas ce que je dirais pas ça. Ce que je dirais, c'est que les médias ne peuvent pas être partout. Oui. Et donc ils ne sont que là où on les appelle. Aujourd'hui, on a eu le cas où la MINUSCA a intervenu, les médias regardent. On en parlait. Tout à fait. Mais il y a des localités dans lesquelles où on ne peut pas accéder. Même les médias ne peuvent pas accéder, pardon. Et ces médias-là, et ces actes-là qui sont commis là-bas d'exactions, on ne peut pas être au courant. Et tous les jours, il y a des exactions. Messieurs, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me dire ce soir? La situation est donc beaucoup plus grave qu'on ne le pense en réalité. Qu'est-ce que ça a changé alors d'organiser une élection présidentielle dans votre pays, de doter le pays d'un nouveau président? Finalement, c'est presque un cadeau empoisonné qu'on a fait au président Touadéra. Oui, je dirais, le président Touadéra ne peut pas avoir la possibilité de vraiment agir en tant que tel tant qu'il n'a pas son armée avec lui. Je vous informe que les Nations Unies ont prolongé encore l'embargo sur nos armes, sur les armes en Centrafrique d'1 an encore. Ce qui veut dire qu'on est obligé d'être toujours sous la houlette des éléments des forces de la MINUSCA qui sont sur place. Oui. Mais ces forces de la MINUSCA qui sont déployées dans des points précis. Mais le pays, derrière, dans l'arrière-pays, les gens peuvent circuler comme ils le veulent. Oui. Les gens achètent des armes au Soudan. Les gens, ils achètent des armes au Tchad. Les gens circulent du Soudan Comment au Tchad. ils achètent des armes au Soudan et au Tchad? Ils ont le diamant, les mines du diamant, vers le nord. Ils ont l'or. Ils ont plein de choses là-bas. Ils prennent les matériaux, les richesses souterraines qu'on a, ils vendent, ils achètent des armes. Ils sont dotés des armes là-bas. L'embargo ne touche que l'armée nationale. Oui. Mais les rebelles dont on parle, les rebelles, qui les équipe? Comment ils peuvent arriver à avoir les moyens d'avoir des équipements haut de gamme? Comment ils peuvent avoir les moyens logistiques de pouvoir déplacer toute une colonne? Ils vont avoir les carburants où pour circuler? C'est ça les bonnes questions à poser. Ces gens, je vous les pose. Est-ce que vous avez les réponses? Ces rebelles, vous dites que ces rebelles s'autofinancent avec l'exploitation illégale donc des richesses qui se trouvent dans les zones qu'ils occupent. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ils ne veulent pas que la guerre s'arrête, non? Ou les confrontations s'arrêtent? Écoutez, dans toutes les guerres, on sait qu'il y a l'économie de la guerre. Oui. Donc l'économie de la guerre, il y a ceux qui vendent les armes et ceux qui les achètent. Ceux qui les achètent, s'ils n'ont pas les moyens, financiers directs, palpables, à savoir l'argent que nous connaissons sous forme de billets et de pièces, oui. Eh ben, ils font du troc avec des matériaux, avec des matières premières à forte valeur. Oui. Et donc, notamment le diamant et l'or. On est en train d'halluciner ou ce que vous êtes en train de dire est réel? Non, ce que je suis en train de dire en rejoignant mon compatriote, c'est qu'il pose une question qui est réelle. C'est-à-dire que nous avons des rebelles
qui ne sont pas issus d'une armée régulière d'un pays, d'un État, mais qui ont les moyens de tenir tête à des armées régulières. Et donc la question qu'on doit se poser, comme on peut se poser face à n'importe quelle rébellion, c'est comment est-ce qu'ils font pour se financer? Comment est-ce qu'ils font pour avoir de l'essence? Comment est-ce qu'ils font pour avoir les camions ou les voitures avec lesquelles ils se déplacent, sachant qu'ils sont dans l'arrière-pays et que, compte tenu du développement économique de la République centrafricaine, il n'y a que à Bangui que vous pouvez avoir autant de matériaux possibles. Et donc, si vous êtes dans l'arrière-pays et que vous arrivez à avoir accès à du matériel militaire de très bonne qualité, à des véhicules de très bonne qualité pour vous permettre de faire les routes de brousse, pour vous déplacer librement, c'est qu'il y a quelque part un endroit où vous vous approvisionnez. Un soutien logistique quelque part. Il y a un soutien logistique quelque part. Et ce soutien logistique-là, il faudrait se poser la question afin de fermer le robinet pour pouvoir arriver à briser la chaîne des violences dans l'arrière-pays. Je vous ai tous les deux écoutés depuis une dizaine de minutes maintenant que l'émission a commencé et j'ai entendu les critiques qui sont entre deux phrases à l'endroit de la MINUSCA, par exemple, qui ne s'interpose pas suffisamment, qui est dans des zones où on commet des exactions mais qui ne réagit pas ou qui ne réagirait pas. La question que je me posais en vous écoutant tout à l'heure, c'est pourquoi les Centrafricains eux-mêmes ne me dites pas qu'il y a l'embargo sur les armes. Au-delà de l'embargo sur les armes syriennes, pourquoi les Centrafricains eux-mêmes ne commencent pas à prendre leur propre sécurité en main? Je vais vous dire, c'est d'où la création du mouvement anti-Balaka. Le mouvement anti-Balaka a vu le jour parce que les gens étaient soumis à une attaque de ces éléments de la Sédika. Quand ils venaient prendre le pouvoir, le peuple était heureux de voir que non, il y a quand même un changement. Parce qu'on avait Bozézé et Saklik. Oui. Bozézé gérait le pays comme il l'entendait, comme il le voulait. Il y avait beaucoup d'injustice. Mais en arrivant, les Sédika, quand ils arrivaient, le peuple était resté obéissant. Le peuple n'a pas dit mot. 2 jours plus tard, ils ont commencé par mener des attaques, mais sur tout le monde. Ils ont tiré et sur les chrétiens et les musulmans centrafricains. Parce que ces gens qui étaient venus, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'était des mercenaires qui venaient croyant avoir de l'argent dans la caisse de l'État. Voyant qu'il n'y a pas d'argent, et les gens qui les ont poussés à venir leur ont dit, servez-vous, allez-y, essayez de prendre ce que vous pouvez. C'est comme ça qu'ils ont dévalisé tout le pays. Ils ont volé, pillé, violé des gens en Centrafrique, d'abord dans la capitale, en emportant tout ce qu'ils pouvaient toucher, les machines à laver, les gazinières, les habits, les voitures, tout, ils ont tout emporté pour repartir vers le Soudan et vers le Tchad. Ils sont basés actuellement vers Dirao, vers Ndélé. C'est des zones où on a beaucoup de richesses minières. Mais ils sont équipés régulièrement. Comment? Parce qu'ils ont les diamants, ils peuvent vendre ces diamants, comme l'a expliqué mon frère, ils peuvent vendre ces diamants et puis payer les équipements militaires dont ils ont besoin. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas quitter ces secteurs. Oui. Et ils sont en train de tout faire pour qu'un jour on arrive à facturer le pays. Du pays. Vous comprenez que c'est ce schéma-là, nous sommes dessus. Et c'est des gens, c'est des mercenaires sans foi ni loi. C'est des gens qui tuent, qui égorgent, comme l'a expliqué à la télé tout à l'heure ici. Et c'est malheureux, ils ont une posture là-bas, ils disent que non, ils vous tuent à Al-Batachar, ils vous attachent avant de vous tuer là, ils vous attachent avec une position mais terrible, vous souffrez d'abord avant de mourir, et puis on égorge les gens, c'est des gens qui sont sans pitié. Je ne parle pas des musulmans centrafricains qui sont nos frères avec qui on a grandi. Vous parlez des mercenaires qui ont intérêt à ce que l'instabilité continue demeure dans votre pays, la République centrafricaine. Voilà. On va essayer d'avancer parce que on essaye de procéder comme dans un cabinet de médecins. On a posé alors le diagnostic. On sait les bactéries, les virus qui sont en train d'attaquer votre pays. Quelles sont les solutions? Tiens, le président Touadéra vient de nommer, par exemple, le procureur de la Cour spéciale. Je disais en introduction de cette émission que l'un des problèmes de votre pays, la Centrafrique, c'est sans doute l'impunité, puisque on le voit, ces personnes qui commettent ces exactions n'ont jamais été traduites devant une cour. Est-ce que la nomination de ce procureur peut permettre désormais de faire baisser la tension et de susciter la peur dans le camp, par exemple, de ces mercenaires dont on parle? J'aime bien la parabole du médecin que vous avez évoquée, et surtout, en second lieu, quand vous parlez de la nomination du procureur de la République, du procureur pour le tribunal pénal international spécial pour la République centrafricaine.
Et nous savons, je ne suis pas spécialiste du droit, mais nous savons qu'un procureur, pour qu'il puisse intervenir, il faut qu'il ait les instruments. Oui. Le nommer juste, alors qu'il n'a pas les instruments, il ne pourra pas faire grand-chose. Et le médecin, c'est pareil. S'il fait un diagnostic et qu'il n'a pas les instruments pour pouvoir s'occuper de son patient, eh ben, son patient souffrira toujours, même si le diagnostic est fait. Et donc aujourd'hui, je pense que la solution centrafricaine, il n'y a pas de miracle. Il faut associer les Centrafricains à chaque démarche ou à chaque interposition ou à chaque position que prendra la MINUSCA par le biais des directives qui lui sont communiquées par l'ONU. Sinon pas, on file au désastre. On a vu le cas en Somalie. Jusqu'aujourd'hui encore en Somalie, la situation n'est pas réglée, même si on n'en parle pas. Oui. Et moi, je n'ai personnellement pas envie que mon pays se somalise. On a vu le cas, quand on parle de la MINUSCA qui s'interpose, mais qui n'intervient pas, c'est dans sa mission que de s'interposer. Oui. Elle ne peut ni prendre parti de l'un ni de l'autre. On a vu le cas au Rwanda et en ex-Yougoslavie. Ils étaient là, bien présents, mais dans leurs directives, ils n'ont pas le droit d'intervenir. Et ça, nous le savons. Mais quand je dis qu'il faut associer le gouvernement centrafricain, les Centrafricains par le biais du gouvernement, oui, à toutes les actions qu'ils font, c'est de ne pas attendre 10 ans lorsque le premier mandat de Touadéra va se terminer, oui, pour donner à la République centrafricaine le droit d'avoir une armée régulière. Nous savons, tous les pays qui sont dans l'ONU et qui sont aussi par contagion derrière la MINUSCA, oui, sont des pays qui ont une armée régulière, une police et une gendarmerie pour certaines. Parce que la sécurité de proximité est très importante par le biais de la gendarmerie et de la police, mais il y a aussi l'intégrité du territoire qui doit être préservée par les militaires. Et donc, aujourd'hui, nous sommes, je pense, c'est mon avis, après d'autres experts pourront le contredire, c'est que la République centrafricaine ne peut pas exister sans armée. Parce qu'il nous faut une armée régulière pour pouvoir garantir la sécurité sur l'intégrité du territoire. Restons sur la question de ce procureur. Il faut juste dire à nos téléspectateurs qu'il est de la République démocratique du Congo, que c'est un ancien colonel, qu'il aurait pu diriger la Cour africaine de justice qui a connu du dossier Hissène Habré, et que finalement on a nommé le Sénégalais, et que là, il va pouvoir donc faire son travail. Sauf que avant que la Cour spéciale de la Centrafrique ne se mette à travailler, il va falloir d'abord nommer les autres membres de la Cour. Et jusqu'ici, les autres membres de la Cour ne sont pas nommés. Donc, il reste encore du chemin. On ne peut pas non plus s'empêcher d'imaginer que sa nomination peut cristalliser au contraire les tensions et peut-être radicaliser encore plus ces groupes qui commettent des crimes, non, dans les zones de non-droit pour l'instant en Centrafrique, non? C'est des criminels sans foi ni loi, comme je disais tout à l'heure. Tant qu'ils ne sont pas atteints là-bas à leur niveau, le procureur qui a été nommé, c'est même pas leur problème. C'est des gens, quand ils sortent leur couteau, ils disent que non, autant mieux mourir. Alors, c'est pas évident. Ces nominations, dès que les restes, parce qu'il a été nommé que mercredi dernier. Oui. Le temps qu'on puisse asseoir les autres membres de la cour pénale, de cette cour, mais beaucoup de choses sont en train de se mettre en marche entre-temps. Oui. Le temps que le président puisse procéder à la nomination des autres, mais sur le terrain, rien ne s'arrête en tant que tel, parce que les exactions continuent. Et ils sont en train de tout faire, parce qu'il y a des lobbies derrière ce que nous connaissons au pays. La Centrafrique est victime de ces richesses. C'est à cause de nos richesses que nous subissons tout cela. Victime de notre succès, de notre richesse souterraine, de notre pétrole, et alors on ne peut pas exploiter beaucoup de gens. Aussi de la gabégie des hommes qui ont dirigé l'État. Je peux souligner un point, que depuis que la RCA est devenue RCA de nos jours, depuis la création de la RCA à nos jours, oui, tous les gens qui ont été au pouvoir, ils n'étaient pas venus par une quelconque élection en tant que telle, et ils ont été placés. C'est des pions pour la plupart. Le peuple a fait un choix dernièrement, mais on a compris que malgré que le président se trouve être là, mais il ne peut pas avoir toutes les cartes entre les mains. Parce que les Nations Unies étant présentes, le pays est toujours sous tutelle. On ne peut pas décider quoi que ce soit. Oui. Mais si le pays est sous tutelle, comment se fait-il? Si vous mettez un pays sous tutelle, vous mettez un pays sous embargo, vous devez veiller à ce qu'il y ait une sécurité par rapport aux gens qui sont là.
Vous mettez le pays sous tutelle, vous ne protégez même pas les habitants du pays. Malgré que vous êtes sur place, on tue toujours des gens, on massacre les civils, des populations qui ne sont pas armées. Peut-être qu'il n'y a, pas beaucoup de monde dans l'effectif de la MINUSCA. Je peux vous dire que l'armée nationale régulière centrafricaine était constituée à la limite juste de 5000 hommes, mais ils quadrillaient tout le pays. Nous avions en présence, nous avions en Centrafrique en ce moment... Elle est passée où, cette armée? Cette armée dilapidée, mais on a quand même au moins une bonne partie qui se trouvait encore toujours là. Certains sont partis parce qu'il y avait des tueries, ils sont des réfugiés dans les autres pays à côté. D'autres sont toujours là, mais ils ne peuvent pas travailler en tant que tels. Mais ils sont payés, ils n'ont pas les moyens, mais ils sont pris en charge sur le budget de l'État centrafricain. Alors, comme on les paye chaque fois, on peut toutefois les reverser dans la gendarmerie, dans la police, de manière à ce qu'ils puissent travailler en tant que tels. Pour pouvoir rebondir un peu dessus par rapport à la nomination du procureur. Oui, très rapidement, pour rebondir sur la nomination du cabinet, du procureur et tout le reste pour le tribunal pénal international spécial centrafricain, la question se posera de savoir comment est-ce que ces personnes qui seront censées être jugées vont être ramenées devant le procureur. Oui. On va le faire comment? Comme on a fait au Rwanda. Comme on a fait au Rwanda, mais le Rwanda s'est organisé tout seul après. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, en République centrafricaine, vu que la MINUSCA et les forces de la MINUSCA n'ont pas le droit, entre guillemets, parce que ce n'est pas leur mission de faire la police, qu'est-ce qui va faire la police? Qu'est-ce qui va ramener ces groupes armés ou ces personnes responsables des exactions devant le procureur? C'est pour cela que j'insiste beaucoup sur la possibilité de passer à la vitesse supérieure dans le cadre de la réorganisation de l'armée centrafricaine. La question au départ, c'était évidemment de se demander comment on pouvait faire pour briser les cycles d'impunité et de violence. On va rassembler nos idées parce qu'on va vers la fin de cette émission pour que au moins ceux qui nous suivent puissent se dire ok, nous comprenons ce qui se passe un peu plus en Centrafrique. Vous dites qu'aujourd'hui, l'une des solutions pour briser le cycle d'impunité, ce serait de remettre à flot, pardonnez-moi l'expression, mais de remettre en marche l'armée centrafricaine, de la rééquiper à nouveau, de lui redonner ses missions régaliennes pour qu'elle puisse venir en appui de la MINUSCA. Tout à fait. Mais non seulement les associer avec les éléments de la MINUSCA pour qu'ils puissent travailler ensemble. Les éléments de la MINUSCA ne peuvent pas identifier telle ou telle personne en tant que telle. Un centrafricain, quand tu vois quelqu'un qui n'est pas de son pays, nous avions, vous savez, la richesse de la République centrafricaine, c'est que nous n'avions qu'une seule langue nationale. Nous avions nos dialectes. Mais tout centrafricain doit parler le sango. Le Alindara, du PC dont vous avez parlé tout à l'heure, qui a massacré plus de 30 personnes. Ce n'est pas que 30 personnes. On a massacré à Bakala 30 personnes. On a massacré, brûlé des maisons à Bandoro. On a brûlé des maisons à Dekwa. On a brûlé des maisons vers Mbouka. Et ils ont tué. C'est pas les nombres. Les chiffres 30 qu'on vous donne, c'est juste des chiffres. Mais chaque jour, on tue. Et on essaie juste de parler rapidement et ça passe sous silence. Mais le Alindara, il n'est pas centrafricain. Pour la plupart de ces rebelles, c'est les mercenaires qui ne sont même pas centrafricains, qui ne parlent pas sango. Nous avons notre langue nationale qui est parlée sur les 4 coins de la République centrafricaine. Tout le monde parle sango. Moi et lui, on parle sango. Tous les centrafricains parlent sango. Mais vous avez un interlocuteur en face de vous qui ne parle pas votre langue nationale. Il n'est même pas du pays. Il ne va pas dire. Ils étaient venus, ils ont brûlé les fiches au niveau de la mairie, de toutes les mairies de la République centrafricaine. Pourquoi? Pour pouvoir que le pays soit envahi. Mais le centrafricain ne va pas se laisser faire. Quoi qu'il arrive, on voudrait que les choses puissent changer et puis vraiment changer dans le bon sens. En un mot, avant qu'on ne conclue, on va terminer cette émission par cette question. Je l'avais préparée exprès pour vous, pour qu'on puisse être d'accord et sortir de cette émission en ayant retenu quand même quelque chose au sujet de la République centrafricaine. C'est que, est-ce que nous sommes tous d'accord? On va commencer par vous, Bissafi. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que la Centrafrique est partie pour rester sous perfusion pendant très très longtemps? Perfusion de la communauté internationale. Je ne serais pas d'accord là-dessus. Pour la simple raison que voir les choses de la sorte, ce serait dire que la Centrafrique n'a pas de ressources. Parce qu'à chaque fois, quand on parle de la République centrafricaine, on parle toujours des ressources minières qu'il y a sous le terrain. Mais les premières ressources d'un pays, il faut le savoir, ce sont ses ressources humaines. Aujourd'hui, la Centrafrique a assez de ressources humaines pour faire face aux difficultés qu'elle rencontre. Et ça, c'est indéniable. Il faudra que la communauté internationale puisse se rendre compte de l'existence de cette ressource. Parce que des jeunes comme Syriac ou comme moi, Bissafi aujourd'hui, il y en a pléthore.
Et la République centrafricaine est un pays qui a 75%, voire 80% jeunes, où les gens, ces 75% ont moins de 40 ans. Oui. Et donc, dans 5 ans, ils auront 40 ans. Et ce seront des gens qui seront au sommet de leur carrière. Il faudra les associer à cette solution. Il faudra les associer à cette solution que nous avons choisie pour briser le cycle de l'impunité, le cycle de la violence, et remettre en place, en marche, les indicateurs du développement. Tant qu'on ne fera pas ça, on n'arrivera pas, bien entendu, à une solution. Mais on restera, bien entendu, sous perfusion internationale. Sauf que je ne veux pas les choses pour mon pays. Et je crois que je suis obligé de dire que c'est vrai que tel que c'est parti, nous sommes vraiment toujours sous perfusion et nous sommes obligés de rester sous perfusion pendant très longtemps avec ce qui se passe en ce moment. Dès lors que nous n'avions pas notre armée nationale, dès lors qu'on n'associe pas vraiment les grandes décisions, les fils du pays, ceux qui ont été, comme il le dit, ne sont pas associés en tant que tels. Dès lors où, alors on massacre toujours dans l'arrière-pays, nous n'avions pas la possibilité de contrôler quoi que ce soit, les mouvements qui se font à l'intérieur de notre pays. Oui, les frontières sont poreuses. Tout ça, c'est pas donné. Le président avait mis en place, élaboré un projet, il va faire maintenant une armée, pas de projection, mais une armée qui va rester sur place de garnison. Les gens vont être là, mais qu'on puisse déployer ces éléments, même avec le peu d'éléments, des paires d'armements qu'ils ont, qu'on les déploie à nos frontières. Il n'y a pas 5 jours, une colonne de véhicules a quitté le N'Djamena, Tchad, pas N'Djamena, Tchad, le Tchad. Ils sont en train d'arriver à Bambari pour arriver vers Ndélé. Nous avions les têtes des rebelles, les chefs des rebelles, qui sont tous basés à Ndélé. Monsieur Noureddin Adam, on ne parle pas de lui. Oui. C'est l'un des monstres qui a pris ce pays en étau. Ils sont tous regroupés vers Ndélé là-bas. Pourquoi ils se regroupent là-bas? On ne parle pas de chose en ce moment. À Ndélé, ils sont en train de se baser là-bas, de se regrouper. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de fomenter. Alors il faut qu'on ouvre l'œil dessus. Il faut qu'on nous dise qu'est-ce qui se passe à Ndélé. Quand on nous parle de notre pétrole, où les Chinois sont là-bas, on parle des gens, mais il y a des choses qu'on ne nous dit pas, qu'on nous dise ça. Le pays est et sera toujours sous perfusion si jamais on n'arrive pas à avoir les clés. On n'arrive pas à verrouiller à nos frontières ce qui se passe pour essayer de comprendre comment remédier à cela. Paul Cyriaque Semaporo, président du collectif des voix des sans-voix de Centrafrique, merci infiniment d'être venu dans le club de la presse. On ne dira pas comme les complotistes, évidemment, qu'on ne nous dit pas tout et que nous ne sommes pas au courant de tout. Bissafi Balengele, merci infiniment aussi. Membre de la diaspora centrafricaine, leader d'opinion, merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Au nom de toute l'équipe de montage, de tournage, de réalisation de cette émission, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse. D'ici là, restez fidèles à notre chaîne, la chaîne panafricaine Télé Sud. Bonsoir. Bien, chers compatriotes, vous qui suivez cette émission en même temps avec moi, vous avez compris que tout ce que je vous disais, il y a, depuis ces jours-là, vous avez vu nos compatriotes en direct de la Télé Sud. Je devais être avec eux, mais ma ligne ne me permet pas d'aller là-bas. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité, ces gens. Comment ça se fait? Moi, je sais qui est derrière ça. Il faut citer leur nom. Les vrais gens qui font ça là. Karim Mekassoa, il est là. Karim Mekassoa, il est là. Les vrais rebelles, les chefs rebelles, ils sont dans Bangui en train de gouverner. C'est eux qu'on doit arrêter. Vous arrêtez Karim Mekassoa, vous allez voir la vraie réalité des choses. Donc, vous avez bien compris, ça ne fait que confirmer ce que je suis en train de vous dire. Le temps est grave. Le temps est grave pour notre pays. Il est temps. Il est temps. Je vous laisse un peu tranquille. Je vais revenir. À tout à l'heure.